BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Le retour de quoi je me mêle. Merci d'être toujours avec nous. Un bon week-end. Toujours avec Anthony Morel, journaliste à BFM Business que vous retrouvez tous les jours à la fois sur BFM Business dans Good Morning Business et puis aussi dans Estelle Midi sur RMC et à la télé aussi sur RMC Story. Et puis Raphaël Grabli sur BFM Business mais sur BFM TV et dans De quoi je me mêle. Merci d'être là, messieurs. Deuxième partie donc. On parle de Netflix alors voilà, on l'évoquait pendant la petite pause, Stranger Things, la série préférée d'Anthony en ce moment. Ah, j'aime beaucoup, ouais. Moi j'aime beaucoup. Non, mais c'est extraordinaire. Cool, c'est cool. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup, parmi ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, je dois pas être le seul, parce que toutes les références geeks, technophiles, Donjons et Dragons et compagnie. C'est top. Et puis bon, il y a extraordinaire. Il y a Casa del Papel, alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est aussi un énorme succès sur Netflix. Ils en ont d'autres, la série coréenne. Squid Game. Squid Game. Il va y avoir une saison 2. Oui. Ouais. Voilà, pas tout de suite, je crois. Non, mais bon, ça donne envie aussi. Il y a plein de choses qui cartonnent sur Netflix, mais quand on voit la masse de films, de séries produites, on se dit que, il y a peut-être un problème parce que il y a plein de choses qu'on ne voit pas, enfin qui sont produites par Netflix et qui marchent pas. Et puis surtout, il y a aussi un souci, c'est que Netflix commence à perdre des abonnés. On l'évoquait il y a quelques temps, 200 000. Là, les prochains résultats financiers de Netflix qui vont être annoncés, on risque d'avoir beaucoup plus que ça. Ils vont être regardés, scrutés de très très près, alors sans vouloir mettre la casquette BFM Business comme on le fait parfois, parce que le titre Netflix a quand même perdu. Il était à $600 en janvier, il est à $180 aujourd'hui, donc il y a quand même un truc qui va pas. Pour une entreprise de croissance, là, il y a un vrai problème. Ils perdent 200 000 abonnés. Sanction des financiers. Oui, non, mais c'est ça, parce que il y a un problème structurel chez Netflix, c'est qu'effectivement, là, ils arrivent à un taquet, quoi. On voit bien qu'en termes d'abonnés, perdre 200 000 abonnés, c'est rien, mais en tout cas, le problème, c'est qu'ils arrivent à un plateau et qu'ils n'arrivent plus à croître, et qu'ils ont quand même un problème massif avec les gens qui partagent des abonnements aujourd'hui. C'est 100 millions de personnes qui, aujourd'hui, ne payent pas leur abonnement Netflix, mais qui vont emprunter celui des amis, de la famille. Voilà, c'est un comportement qui est largement toléré, y compris par Netflix. Historiquement, ils n'ont pas eu de problème avec ça. Là, ils commencent à se dire, c'est quand même un certain manque à gagner. Il faut qu'on trouve des moyens. Il faut aussi, dans cette période de pouvoir d'achat contraint, qu'on aille toucher des gens qui n'ont pas forcément envie ou les moyens de mettre 10, 15 euros dans un abonnement Netflix. Comment on fait ? L'une des solutions à laquelle ils réfléchissaient et qu'ils vont vraiment mettre en place, ça a été confirmé cette semaine par l'un des responsables de Netflix lors d'un grand salon, ils vont mettre de la pub. En fait, ils vont proposer des abonnements. Donc, il y aura l'abonnement normal, celui qu'on a aujourd'hui, et puis on entre aura 10 et 20 euros. Voilà, exactement. Donc, selon les options, le nombre d'écrans, la qualité de la vidéo. Et à côté de ça, il y aura un abonnement qui coûtera moins cher. Alors, combien moins cher ? On n'en sait rien pour l'instant, mais qui sera adossé à de la publicité. Alors, sous quelle forme ? C'est pas encore très clair. On croit comprendre qu'il y aurait de la pub au début des séries, un peu comme une vidéo YouTube, quand tu lances une vidéo, en général, au début, tu as une publicité. A priori, pas en plein milieu de la série, ce qui pourrait être pas mal. Parce que sinon, c'est la télé, quoi. Oui, c'est ça. C'est la télé, et à ce moment-là, tu payes plus. Et à ce moment-là, tu payes plus. Parce qu'il y a plus de premium. Non. On est d'accord. Non, mais bien sûr. Alors après, ils pourraient faire des trucs plus intelligents aussi, parce qu'on sait qu'ils travaillent avec des boîtes. Il y a beaucoup de boîtes qui font de l'intelligence artificielle pour incruster de la publicité de manière intelligente dans les séries. C'est-à-dire, par exemple, tu regardes, je sais pas, une série, une scène de course-poursuite qui se passe dans les rues. Donc, tu as des panneaux publicitaires dans la rue, et le panneau va s'adapter, le contenu du panneau, à la personne qui est en train de regarder. Donc il va nous proposer des pubs pour, je sais pas, des produits tech, parce qu'ils savent que on regarde beaucoup de séries sur les robots, l'intelligence artificielle, donc ils disent celui-là, ça va l'intéresser que je lui montre ça, et puis d'autres vont avoir d'autres types de produits. Donc tu vois, ça peut être une façon intelligente d'intégrer de la publicité sans que ce soit trop pénalisant pour le consommateur qui n'a pas besoin de se taper des bandeaux publicitaires au début à chaque fois qu'il regarde une série, quoi. Et puis, alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Raphaël, mais après, c'est un peu le sens de l'histoire, parce que Netflix est arrivé à son plafond d'abonnés payants, on va dire. Et aujourd'hui, s'ils veulent générer du chiffre d'affaires, il faut qu'ils trouvent un autre moyen de gagner de l'argent. Et aujourd'hui, pour eux, c'est que de la pub, puisqu'en fait, ils ne trouvent plus d'abonnés, voire même ils en perdent. C'est-à-dire qu'avant, ils ratissaient, ils claquaient des doigts, ils avaient des abonnés. Maintenant, il faut commencer à aller chercher un par un, donc c'est plus compliqué. Mais moi, je trouve ça très bien, parce que un abonnement Netflix familial, c'est 15 euros par mois ou 17.
donc c'est cher. Ouais, c'est passé à 20 $, je crois, aux US. Ouais, voilà, en France, on est à 17 et il y a 10 millions d'abonnés en France. Alors, donc, du coup, c'est 10 millions de ménages, donc c'est beaucoup, c'est énorme, mais il y a encore de la marge. Et je trouve ça très bien parce que si voir de la publicité. Alors, je fais confiance à Netflix pour l'incruster de façon intelligente, c'est-à-dire pas la bonne vieille coupure. S'ils arrivent à faire ça de façon intelligente et que ça permet derrière de payer 10 € de moins et d'avoir un abonnement à 5 € par mois, moi je trouve ça super parce que ça va permettre quand même à des gens de s'abonner qui ne le peuvent pas aujourd'hui. Et effectivement, s'ils font ça, c'est aussi que dans le même temps, ils vont sûrement aller lutter un peu plus contre les abonnés, les partages de comptes. Parce que sinon, je veux dire, il y a un moment, on ne peut pas dire je veux plus d'abonnés, mais je ne vais pas lutter contre le partage de comptes. Et en même temps, donc la publicité, c'est un peu la solution pour ceux qui partagent les comptes. C'est inexplicable, cette histoire de partage de comptes, en fait. Ils ne pourront pas revenir en arrière parce que c'est tellement impopulaire et tellement... voilà, il se tire une balle dans le pied, c'est compliqué en fait. C'est un peu comme l'Internet, quand tu dis que c'est gratuit au début, puis après tu dis attendez les gars, il faut payer maintenant. Ouais, alors après ils ont jamais dit officiellement allez-y, partagez vos comptes, faites-vous plaisir. Oui, mais ils étaient plutôt bienveillants sur ce sujet-là, tu vois. Disons qu'ils le toléraient, ils ferment un peu les yeux sur la pratique, mais enfin bon. Alors ce qu'ils font, ils l'ont testé, je crois qu'on avait eu l'occasion d'en parler ici d'ailleurs. Ils testent ça dans plusieurs pays d'Amérique latine, c'est le fait de proposer aux gens qui squattent les comptes de payer, genre c'est 2 ou 3, ça va être 3 € par mois pour avoir un accès officiel finalement qui se greffe sur l'accès d'une personne qui est abonnée, ce qui peut être une manière aussi d'attirer les gens. Enfin bon, après à partir du moment où tu payes pas, est-ce que tu as envie de payer même 3 € par mois? C'est le bâton ou la carotte, et je pense que la stratégie, c'est pas de dire vous ne payez pas, c'est fini, maintenant il faut passer à la caisse, et dire on va vous accompagner pour une transition et venez payer un petit peu et puis vous paierez un peu plus après, ou vous aurez de la pub. Et tu as plein de boîtes, y compris en France maintenant, qui proposent, qui ont institutionnalisé le partage d'abonnements. Split notamment, avec 3i, où vous inscrivez. C'est d'ailleurs assez borderline. Alors eux disent non, ça va, on est en discussion avec eux, tout ça. Mais bon, ça fait 4 ans qu'ils sont en discussion avec eux. J'ai l'impression que ça ne discute pas beaucoup. En tout cas, ça fait 4 ans que Netflix n'a pas fait fermer non plus la plateforme. Donc, qu'ils le tolèrent d'une certaine manière. Là-dessus. Mais Split, c'est vraiment ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est je m'inscris à Netflix, tu t'inscris à Disney+, et puis on partage. Et puis c'est tout, même les VPN, enfin tous les abonnements. Les services Spotify. Le concept est génial, je trouve. Après, effectivement, légalement, il faut voir comment. Là, pour le moment, c'est bon, il y a un vide juridique, je crois. Ouais, ils sont sur une zone grise. Voilà, la question, c'est comment ça va évoluer, quoi. Moi, j'aimerais juste qu'on évoque après l'arrivée de la pub sur Netflix. Ça peut poser quand même aussi problème, à mon avis, aux médias traditionnels, parce qu'il faut savoir que le gâteau publicitaire global, il n'est pas extensible à l'infini. Et si demain Netflix, qui est quand même une plateforme de qualité, parce qu'on parle de Netflix, mais demain ça sera Disney+, ça va être Amazon, demain ça sera MyCanal, sans doute, HBO, enfin voilà, Netflix va ouvrir la voie, tout le monde va s'y mettre. Ça va réduire le gâteau publicitaire des médias plus traditionnels qui font de la télé et de la radio. C'est une menace. Ça peut être une menace sur TF1, par exemple. Pour TF1, mais même pour notre groupe. Ou pour notre groupe, mais après, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme disait le. Non, mais après, on est un média qui vit de la publicité. Demain, vous avez un Netflix qui. Non, mais je veux dire, il faut aussi voir s'il n'y a pas... aujourd'hui, par exemple, quand en France, tu vois, il y a une chaîne de télé qui décide de mettre un écran de publicité en plus dans un film, il faut qu'il passe par le CSA. Parce que tu n'as pas le droit de mettre de la pub tout le temps, partout, etc. Enfin, tout ça est très légiféré. Mais tout ça va peut-être aussi évoluer. Mais ça va peut-être... Ouais, mais encore une fois, ça veut dire que Netflix va pouvoir faire ce qu'il veut, alors que les médias traditionnels qui sont dans des situations parfois un peu plus compliquées, eux, auront toutes ces contraintes en quelque sorte. Ça pose plein de questions. Ça pose plein de questions et ça peut menacer peut-être le modèle économique des radios et des télés traditionnelles. Rien ne dit que les États vont pas demain légiférer, s'adapter, dire l'Arcom maintenant va regarder aussi ce que fait Netflix. Et ils sont plus ou moins d'ailleurs censés le faire. Je pense qu'il faudrait qu'ils s'emparent du sujet. Non, mais c'est clair. Mais non, je pense à la TF1 parce que c'est le grand média, la grande chaîne généraliste. TF1, M6, puisqu'on sait que dans quelques mois ils vont fusionner. Oui, mais je veux dire M6 dans les contenus, c'est quand même très spécifique. C'est, on va dire, un peu du pas du serviciel, mais c'est du conseil, c'est beaucoup autour de la cuisine, mais il y a des séries, des films. Non, mais voilà, mais bon, après, ça veut dire aussi que peut-être que Netflix va aussi proposer des contenus qui sont concurrents aussi à ceux TF1, M6. Peut-être demain de l'info, et que ils embaucheront aussi des gens derrière. Mais oui, je suis d'accord, le marché publicitaire, il n'est pas infini. Et ça va déporter une partie
des téléspectateurs de TF1 ou de M6 ou de chez peu Mais importe. c'est un sujet, à mon avis, Bien sûr. C'est clair. bien plus important qu'on peut l'imaginer comme ça. Mais de toute façon, Netflix va de plus en plus empiéter sur évidemment, la télé traditionnelle. On avait aussi évoqué le fait qu'ils voulaient se mettre à faire du flux sur Bien sûr. certains types de programmes, sur spectacles de comédie, qui réfléchissaient éventuellement à acheter des droits sportifs. En tout cas, c'est des choses qu'ils regardaient. Donc, de plus en plus, il va y avoir cette concurrence qui va être réelle. De toute façon, là, pour Netflix, l'enjeu, c'est générer du cash, quel que soit le moyen. Ils ont aussi des relais de croissance du côté du jeu vidéo. Ils regardent ça de manière très sérieuse aussi. Alors, ils testent ça dans certains pays. En Pologne, ils ont lancé, par exemple, pas mal de choses. Ils vont lancer des nouvelles franchises basées sur Casa de Papel, sur le jeu de la dame. Enfin, ils ont pas mal de trucs dans les tuyaux. Ils ont lancé des modes jeux vidéo sur iOS et sur Google Play également. Donc, on voit bien que voilà, ils testent plein de trucs, mais là, l'enjeu, ça va être de reprendre la croissance pour un groupe de croissance. Voilà. Enfin bref, on parle de souveraineté, tous ces sujets-là, mais on voit que voilà, ça touche en fait tous les secteurs et même le divertissement. Ça, c'est vrai. Et par C'est- contre, c'est ils ont un petit intéressant. risque aussi, c'est de devoir payer, passer à la caisse. Parce que là, il y a eu le rapport de l'ARCEP sur l'état d'Internet en France qui est sorti là, il y a quelques heures. Netflix, c'est 20% du trafic Internet Ouais, en France. bien sûr. Et donc demain, les Européens, là, les opérateurs européens se disent maintenant, les GAFA, notamment les Netflix, les Amazon Prime, etc., les Google évidemment avec YouTube, vous allez passer à la caisse parce que ça nous coûte cher tout ça. Donc vous allez, alors sans toucher à la neutralité du net, c'est-à-dire que c'est pas les forfaits qui changeront, mais c'est plus à la source un risque de devoir payer finalement aux opérateurs pour entretenir le réseau. Ouais, là aussi, c'est une bataille qui est C'est la, à mon puissante avis, c'est la entre- voilà. prochaine grosse bataille. Tout à fait. Anthony, tu voulais nous parler aussi de Meta qui accélère sur la VR, on le sait. Alors, Ouais. Meta a investi des milliards et des milliards. D'ailleurs, pour certains, c'est beaucoup trop d'argent là-dedans. Mais enfin, après, espérons que Zuckerberg ne se trompe pas. Et donc, ça accélère. Enfin, ils partent sur plein de pistes, en fait, C'est ça. concernant la VR. Et ils montrent leurs muscles dans le domaine de la VR. C'est vrai qu'on en parle, il n'y a pas une semaine sans qu'on parle de métaverse et des ambitions de Facebook en la matière. Mais ils ont fait une présentation très intéressante, je trouve, où Zuckerberg, alors ce que ne fait jamais un groupe technologique, ou en tout cas très peu souvent, a montré un petit peu les coulisses de la conception des futurs casques de réalité virtuelle sur lesquels ils sont en train de travailler. C'est-à-dire qu'ils nous ont montré des prototypes avec des fils qui dépassent, avec des composants à nu, des trucs qui font pas vraiment rêver. En général, les grands groupes tech, ils aiment bien nous montrer des vidéos très léchées de produits finis. Et là, il nous a montré 3-4 prototypes différents avec presque un cours d'optique, si tu veux, en expliquant pourquoi la VR, techniquement, c'est pas au point aujourd'hui et pourquoi ça le sera demain. Et les paris qu'ils font, donc ils sont en train de travailler, c'est ce qu'il explique, sur des écrans HDR qu'on pourrait intégrer directement dans les casques de VR, donc des écrans comme sur les télés haute définition avec des niveaux de résolution incroyables, des contrastes complètement fous, la possibilité de faire le point sur un objet proche ou sur un objet lointain. Et il utilise cette expression très intéressante, il dit « À terme, je voudrais que nos casques de VR puissent passer un test de Turing virtuel ». Test de Turing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est d'Alan Turing, évidemment, le père de l'informatique moderne, de l'intelligence artificielle. C'était l'idée de concevoir une machine qui puisse se faire passer pour un être humain. C'est-à-dire, tu discutes avec la machine et tu n'es pas capable de dire si c'est une machine ou si c'est un homme qui est en train de te répondre. Et en fait, un casque de réalité virtuelle qui passerait ce test de Turing, ce serait un casque qui, lorsque tu le mets, tu ne peux plus faire la différence entre ce qui est à l'intérieur du casque et le monde réel. Alors, on en est très loin. On se moque assez régulièrement du métaverse tel qu'il est montré aujourd'hui par Facebook avec des avatars qu'on croirait tirés des Sims, en gros. Mais à terme, nous dit-il, avec ces prototypes qu'il nous a montrés, eh bien, on pourrait parvenir à cette réussite d'un test de Turing virtuel, ce qui serait une réussite technologique absolument incroyable, même si encore une fois on en est loin. Mais je trouve que l'exercice auquel il s'est prêté est assez intéressant, assez courageux. Et puis c'est transparent, transparent, il nous montre ce qu'il a envie de nous montrer, mais je trouve que voilà, ça part d'un bon sentiment, effectivement, et on voit qu'il s'investit beaucoup là-dedans, même lui personnellement. Il connaît bien ses produits, c'est un peu le combat de sa vie. Tu sentais que techniquement il était au point et que il connaissait bien. Et effectivement, je pense que s'ils ont fait cette vidéo, c'est pour montrer qu'il y a un enjeu financier qui est énorme et qu'ils sont à la hauteur des investissements qu'ils sont en train de mettre. En gros, c'est la promesse qu'on vous fait, c'est ça, c'est d'aller jusqu'à ce point-là, c'est-à-dire un moment où on aura des appareils qui seront complètement miniaturisés et qui vous donneront une vision immersive et réaliste telle que vous n'en avez jamais vu. Voilà.
Raphaël? Ouais, moi je vois ça un peu comme une preuve de petite panique quand même. C'est-à-dire que quand tu fais ça, tu dis aux investisseurs, parce que l'action elle s'est quand même effondrée, parce que justement ils investissent énormément là-dedans, parce que ils ont énormément de problèmes sur Facebook et Instagram. Et donc, pour moi, la vidéo, c'est les investisseurs, si vous pouvez réinvestir dans votre action, je vous assure, ce que je vous dis sur le métavers, je suis en train de le faire, je vous jure que c'est vrai, je suis en train de le faire. Attendez un peu, mais je suis désolé. Entre 5 et 10 ans, hein, les gars. Ouais, mais moi, pour moi, cette vidéo, c'est une communication un peu de panique, c'est-à-dire d'urgence pour les investisseurs, c'est de dire, non mais on a quelque chose, je vous jure qu'on a quelque chose, parce que c'est pas les petits bonhommes qui ressemblent aux Sims, c'est pas très sympa pour les Sims, c'est pas ça dans lequel on investit, c'est là-dedans. Pour moi, ça paraît tellement loin et le fait de montrer des prototypes comme ça qui n'ont aucune application pour le moment, je trouve pas que ce soit si rassurant que ça de la part de Facebook. Et il y a quand même autre chose. C'est, mettons que vraiment ces prototypes soient parfaitement fonctionnels et que dans 5 ans, je suis assez dubitatif, dans 5 ans, il y a un casque de réalité virtuelle qui soit absolument phénoménal. Ok, mais ils n'auront pas du tout fait 20% du boulot, parce que les 90% du boulot, c'est de convaincre les gens de l'utiliser. C'est-à-dire de dire il y a un vrai usage, plus que dans du jeu vidéo, parce que faire un casque VR absolument parfait comme ils veulent le faire, moi je trouve ça génial pour jouer à des jeux vidéo. Ok, c'est clair, mais c'est pas ce qu'ils veulent faire. Eux, leur promesse, leur investissement et leur promesse auprès de leurs investisseurs et auprès c'est Ready Player One, quoi. C'est Ready Player One. Or, il faut pas seulement la machine, il faut derrière les applications, et il faut simplement que les gens aient envie de passer leur vie avec un casque collé sur le nez en dehors du jeu vidéo, parce que de la VR sur le jeu vidéo, ça existe déjà. Donc, si leur ambition, c'est de perfectionner la VR sur le jeu vidéo, c'est génial, et je suis ravi qu'ils dépensent de l'argent pour ça, et franchement, je serais le premier à en profiter. Mais le problème, c'est que leur promesse, elle est bien plus large que ça, et je trouve que c'est pas si... Paradoxalement, je pense que c'est pas très rassurant, parce que ça veut dire qu'ils essaient de montrer à tout prix qu'ils font quelque chose, mais par contre, ça ne dit rien du vrai succès de leur stratégie, qui est quand même, à la base, il faut quand même le rappeler, le métavers, c'est une communication de crise, parce que du côté de Facebook et Instagram, c'est absolument catastrophique, c'est-à-dire qu'ils ont une image qui est absolument catastrophique, et financièrement, ça devient aussi, ils atteignent un cap. Et d'ailleurs, je le redis, mais à Vivatech, ils avaient un stand méta monumental. Il y avait que des masques. On ne savait pas que Facebook et Instagram existaient, ce qui représente quand même 90% ou 95% de leur chiffre d'affaires. Mais moi, je crois que c'est plus qu'un simple coup de com' ou coup marketing, etc. Je pense qu'ils y croient réellement. Enfin, je pense que Zuckerberg, il est persuadé. Peut-être qu'encore une fois, on parlait des transhumanistes hors sol. Peut-être il a peut-être trop regardé Ready Player One et il délire complet. Mais en tout cas, je pense qu'ils y croient. Mais en tout cas, moi, je suis content de voir qu'une boîte comme ça met autant d'argent dans un projet qui paraît un peu fou. Mais oui. Parce que finalement, c'est très bien. Ça, c'est pour le progrès, c'est quand même génial. On aura des machines, je suis sûr, qui vont être absolument géniales et qui seront vraiment un pas en plus par rapport à ce qui existe actuellement, mais leur promesse, elle est tellement monumentale que même en réussissant leur pari technique, ils seront très loin encore de réussir leur promesse, d'aller au bout de leur promesse. Il y a un côté, ça suffit pas. Enfin, il y a un côté, moi je trouve assez fort quand même, de ce courage de se lancer dans ce truc-là. Ah oui, moi je suis d'accord avec ça. Voilà, en fait, il récoltera ce qu'il est en train de semer dans 10 ans, pas avant. Là, c'est un vrai pari industriel. C'est un vrai pari industriel. Et là, tu mises tout sur le noir et t'attends que la roue s'arrête. Pas tout. Après, enfin, je veux dire, c'est 10 milliards par an. C'est 10 milliards par an. C'est énorme. C'est énorme. Mais si ça marche pas, si ça marche pas, je pense que Zuckerberg il part. Oui, honnêtement, bien sûr. Le problème, si tu veux, c'est qu'ils ont lancé le projet à un moment où Facebook financièrement était très solide. C'était au top de ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas si on peut parler de bulle, mais en tout cas, voilà, jusqu'à la fin de l'année dernière, globalement, les groupes tech, c'était la folie. Et puis là, ça commence à serrer le kiki un peu niveau financier. On voit bien, les résultats sont moins bons. Et d'ailleurs, parce qu'il a fait cette présentation-là très bien, mais à côté de ça, c'est un peu contradictoire avec les annonces qui ont été faites par Meta par ailleurs, qui est qu'on va quand même geler un certain nombre de projets. Je ne crois pas qu'il y a eu des licenciements, mais en tout cas un gel des embauches dans les divisions liées à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée. Donc on voit que concrètement, c'est quand même compliqué. C'est-à-dire qu'ils crachent de l'argent dans cette division-là, mais enfin, ils peuvent pas non plus, ils n'ont pas des fonds illimités. Ce qui était peut-être le cas il y a encore quelques mois. Là, aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que y a la partie réseaux sociaux qui fonctionne beaucoup moins bien. Ouais. D'où, après tous ces lieutenants qui s'en vont. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà. Tiens, un mot sur TikTok.
parce que là aussi c'est une news qui est tombée cette semaine. TikTok est un peu, encore une fois, dans le collimateur de certains, on va dire, régulateurs américains. Et TikTok pourrait être menacé. Alors, bon, il faut pas dramatiser et noircir le trait, mais quand même, qu'est-ce qui se passe en fait, Anthony ? C'est aux États-Unis. Alors, je suis en train de chercher sur mon smartphone, pardon, c'est pas très poli, mais c'était pour avoir la citation exacte de ce commissaire de la FCC. Donc, la FCC, c'est le gendarme américain des télécoms. C'est un peu l'ARCEP. Voilà, exactement. Et qui, alors, a lancé une charge très violente contre TikTok. Alors, il faut préciser que c'est un commissaire, ils sont 4, donc ça n'engage pas la FCC, mais enfin, ça montre quand même qu'il y a une pression qui est en train de monter pour faire interdire TikTok. Lui demande l'interdiction pure et simple de TikTok sur les boutiques d'applications de Google et d'Apple. Donc il s'adresse à Tim Cook et Sundar Pichai, il leur a envoyé une lettre. Et donc je le cite, « TikTok est un loup déguisé en agneau, ce n'est pas juste une application pour partager des vidéos amusantes, c'est un outil de surveillance sophistiqué, un risque inacceptable pour notre sécurité nationale. » En gros, on accuse TikTok d'être un outil d'espionnage au service de Pékin. Alors, notamment sur la base d'articles de presse qui sont parus aux États-Unis et d'articles de chercheurs qui montrent des trucs, c'est vrai, assez effroyables sur le fait que TikTok récolterait, siphonnerait en gros toutes les données des utilisateurs américains et les renverrait vers la Chine. Et y compris des trucs comme, ce qu'on pourrait se dire, bon, les données, qu'est-ce que c'est les données ? C'est par exemple des traces du visage, traces biométriques qui sont réutilisées ensuite pour concevoir des systèmes de reconnaissance faciale par d'autres entreprises que TikTok. Donc là, tu te dis, sans demander l'autorisation à personne, c'est vrai que ça peut être problématique. Alors, si c'est avéré, encore une fois, parce que c'est des informations de presse, et on sait qu'il y a eu aussi des pressions pour que la presse américaine dénigre TikTok, notamment financée par Facebook. Enfin, il y a plein d'histoires autour de ça. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que là, il y a une pression qui est en train de monter autour de TikTok. Alors, est-ce qu'ils seront interdits purement et simplement sur les smartphones iOS et Android? Ça ferait bien les affaires de Mark Zuckerberg. Apple et Google doivent donner une réponse d'ici le 8 juillet à cette injonction. C'est ce que voulait Trump. Ouais. Là-dessus, c'était bon. Il avait identifié, alors c'était évidemment très politique, mais il a identifié un problème qui est réel, c'est le transfert des données en Chine. Et il y a quand même 2 éléments qui sont très concrets. Un, TikTok transfère des données qui viennent des utilisateurs occidentaux vers la Chine. Alors, ils ont dit on essaie de minimiser, etc. Moi, du coup, à la suite de l'article, j'ai envoyé une question à TikTok. Je leur ai dit, est-ce que vous vous engagez à ne pas transférer de données de Français en Chine ? Ils m'ont dit non, ils ne sont pas engagés à ça. Ils disent on minimise, il n'y a pas trop de monde qui regarde, etc. En gros, ça. Mais ils n'ont pas voulu me dire non, on ne transfère pas. Donc, ils transfèrent des données de Français, par exemple, en Chine. Ensuite, autre élément important, tous les acteurs de la tech en Chine ont signé une sorte d'accord pour œuvrer dans l'intérêt du Parti communiste chinois. Il y a une sorte d'alliance. Tout à fait. Et puis si tu la signes pas, c'est fini. Tu pars en vacances pendant 3 mois, on sait pas où. Donc on a une entreprise quand même, il faut quand même le rappeler. Voilà. Tu reviens, t'es bien. T'es bien. Tu dis que Xi Jinping est génial. Voilà, c'est ça. Et tu le penses en plus. Donc on a quand même 2 éléments. 1, TikTok transfère des données d'utilisateurs occidentaux et français en Chine. 2, TikTok doit matériellement et obligatoirement œuvrer dans l'intérêt du Parti communiste chinois. Donc une fois qu'on a ces 2 informations, on peut quand même se demander s'il n'y a pas des mesures à prendre contre TikTok. Donc ça, c'est des faits. Après, est-ce que tant d'informations que ça sont transférées en Chine, est-ce que toutes les informations sont transférées en Chine ? On ne le sait pas. On ne le saura pas. Alors TikTok s'engage à stocker plus en Irlande, en Europe, aussi aux États-Unis. Mais il y a quand même un faisceau d'éléments qui pose clairement problème. Et évidemment, c'est dans l'intérêt total des Américains, c'est dans l'intérêt total de Facebook. Ça n'enlève pas que les questions sont réelles. Et comme je le disais, voilà, TikTok ne s'engage pas à ne pas transférer ses données. Et aux États-Unis, en revanche, ils s'y étaient engagés. C'est ça le truc aussi. C'est qu'ils avaient promis que les données des utilisateurs américains seraient stockées sur le territoire américain. Et je crois qu'ils avaient signé un accord avec Oracle d'ailleurs sur ce sujet. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient pipoté à tel point. Alors même s'ils disent que c'est pas vrai, mais ils ont quand même payé. Alors c'était 60 millions de dollars ou quelque chose comme ça pour régler une class action qui leur avait été intentée. Au motif qu'ils transféreraient des informations d'utilisateurs américains vers la Chine. Donc s'ils ont accepté de payer, c'est qu'ils devaient se dire que probablement ils n'étaient pas ils n'étaient pas blanc-blanc. C'était pas très propre. C'est pas très propre, effectivement. Donc c'est problématique. Mais je reviens en une seconde sur ce que je disais juste avant quand même, sur attention aussi à tout le linge sale qu'on déballe sur TikTok, notamment aux États-Unis, parce que, et on avait eu l'occasion d'en parler ici, on a su que Facebook
avait engagé une agence de com bien sûr. spécifique pour salir TikTok, pour vraiment essayer d'influencer la presse, leur vendre des fausses informations et des trucs vraiment assez sales. Hein, tu veux dire que Meta a peut-être fait du lobbying auprès de la FCC. Mais ça, c'est une certitude. Mais au même titre que TikTok doit faire aussi sur le lobby et tout. Voilà. Tout le monde le fait. Voilà. Je veux dire, non, mais voilà. Oui, bien sûr. Prendre toujours avec des pincettes, clair. c'est juste ça. Bien sûr. Il nous reste 2 minutes, les amis. Peut-être dire un mot sur une innovation du côté de chez Bouygues Télécom, qui a annoncé il y a quelques jours l'arrivée de la première box 5G. Intéressant. Ça fait des années qu'on en parle de cette fameuse box 5G qui serait là pour désenclaver un peu les régions où il n'y a pas de haut débit. Donc voilà, Bouygues l'a annoncé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? La première question, on en discutait un petit peu en antenne avant, mais c'est qu'on se pose, c'est à qui ça va servir, à qui ça s'adresse réellement, quoi. C'est box 5G, tu te dis là où t'as pas la 5G et où t'as pas la fibre, c'est assez rare. Enfin, il y a un problème de compatibilité. Quand on voit la couverture 5G aujourd'hui, voilà. Demain ce sera différent, mais aujourd'hui c'est principalement les grandes agglomérations, donc là où quand même on a plutôt de la fibre. Donc c'est du coup, voilà, je trouve que c'est une super bonne initiative. Je trouve ça intéressant et j'ai hâte de tester le produit. Mais je me demande concrètement à quel pourcentage de la population ça s'adresse. À mon avis, un pourcentage assez faible. Après, moi qui suis en partie corse, c'est vrai qu'il y a des endroits où vous avez, en Corse, où il y a plein de montagnes, et vous avez des endroits où vous avez la fibre qui est en bas de la montagne, et vous êtes en haut de la montagne, vous avez un ADSL à 1 méga parce que vous captez, il n'y a pas de fibre, bien l'antenne. et tu captes bien la 4G, et peut-être que déjà tu captes bien la 5G. Là, dans ce cas-là précis, tu peux être à 500 mètres, tu vois, tu es à 500 mètres d'un endroit où il n'y a plus de fibre, tu es bien content d'avoir une box 5G, parce que tu capteras encore la 5G. Alors évidemment, ça ne va pas être des millions de gens, mais mine de rien, ça peut-être désenclaver des zones où il n'y a pas de fibre, où la 5G passe encore bien, tu vois, parce que la fibre n'est pas très très loin, et on est de plus en plus dans ces zones-là. Hein. Sachant que c'est évidemment une box aussi 4G à la base, et 4G en plus. Voilà, donc peu le plus, peu le moins. Donc, et mine de rien, on monte jusqu'à... Enfin, après, c'est des débits, comme on dit... mais théoriques, pardon. Théorique, oui. On dépasse le gigabit. Si on capte bien la 5G. Je pense qu'ils le sortent assez tôt, c'est les premiers à le sortir, mais que dans les prochaines années, il y aura comme ça des endroits où il y aura la fibre, parce qu'évidemment l'antenne relais 5G, elle est évidemment connectée à la fibre, mais elle ne va pas jusqu'à la maison. Voilà, tout simplement, il reste 100 mètres à faire et ça n'a pas été fait. Et tu branches ta box. Et là, c'est canon. Moi, je trouve ça canon. Ou en attendant d'avoir la fibre, par exemple. Ou en attendant d'avoir la fibre, ou en attendant d'avoir Starlink. Voilà, par exemple. Et alors, il y a ça, et moi, par contre, ce que j'attends, je dérive un peu, ce que j'attends surtout, les PC et les Mac 5G, raison. Parce que ça serait génial. Ça va aussi arriver, je pense. Dernière chose, ça coûte 40 € par mois et c'est illimité. C'est quand même à préciser. C'est quand même de la data illimitée. On sait qu'en général, avec les réseaux cellulaires 4G et 5G, l'illimité est très très rare. Donc là, saluons quand même la prouesse de Bouygues. Et puis on peut imaginer que ça va arriver chez les autres opérateurs. Gros potentiel en Corse, ça j'avais oublié nos amis corses. Petit bémol quand même, c'est l'upload, on l'a vu tout à l'heure avec les informations. À 80, un truc comme ça. On est à 58 mégas, donc voilà, parce que l'upload en 5G, pour l'instant en tout cas, avant que la vraie 5G arrive, c'est pas terrible. Messieurs, merci, c'était top encore une fois cette petite heure de tech avec Anthony Morel. Merci Anthony. Merci à tous les deux, merci à tous. À très très vite, on se retrouve la semaine prochaine et merci aussi à Raphaël Grabbi. De quoi je m'appelle est terminé. Portez-vous bien. Bonne semaine à vous toutes et à vous tous. Les vacances arrivent pour certains d'entre vous. Profitez bien si c'est le cas et on sera là encore la semaine prochaine. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.